Je suis très heureux de vous présenter le Nikon Z8, un boîtier qui est probablement très attendu, car c'est un des boîtiers de la gamme reine de Nikon de façon historique. Je l'ai reçu, je l'ai pris en main, je l'ai parcouru et il y a énormément de choses à vous partager aujourd'hui. Voilà à quoi il ressemble. C'est un boîtier qui est plus petit que le D850, plus petit aussi que le Z9, mais avec une forme très similaire et qui va vraiment avoir une ergonomie de prise en main excellente. En fait, c'est un boîtier qui est compact, qui est léger vraiment surtout par rapport au Z9, mais sans aucun compromis sur la puissance, et on va le voir à quel point il est aussi performant que le Z9. Et bien sûr, avec toutes les évolutions par rapport au D850. Alors pourquoi c'est pour nous l'appareil hybride parfait? Tout simplement parce qu'il y a énormément de fonctionnalités et d'intégration dans un même boîtier. Alors, à qui il s'adresse? On a développé ce boîtier avec deux grandes cibles en tête, c'est toujours comme ça qu'on le fait de toute façon. Il y a une activité vidéo qui est surdéveloppée véritablement par rapport à tous ses prédécesseurs et même par rapport à la concurrence, et une activité photo qui n'est absolument pas laissée pour compte. L'ensemble des fonctionnalités sur ces deux aspects sont véritablement énormes, et en termes de type d'utilisateur, on va dire, on est aussi bien sur des gens qui vont faire de la photo ou de la vidéo de mariage, du portrait, des gens qui vont faire du tournage dans différents types de conditions, jusqu'à réaliser même des films sans aucun souci, du fait de la qualité des fichiers, du rendu couleur et de l'immense qualité de l'autofocus qui est un élément extrêmement important en tournage, aussi bien qu'en prise de vue. Mais au-delà de ça, il y a aussi des fonctionnalités qui vont être dédiées à la prise de vue en paysage, en sport, en animalier. Je dirais même, en fait, sur ce boîtier, je vois pas à qui, finalement, il ne peut pas s'adresser du fait de son ensemble de performances et dans une compacité qui est vraiment impressionnante. On parle assez souvent de l'expid, du processeur, qui peut être une espèce d'élément purement technique. C'est véritablement l'élément central de la carte mère de l'appareil photo, de la caméra. Tout ce qu'on va demander de fabriquer, de faire à cet appareil est lié au choix de ce processeur. Il est surpuissant véritablement, et c'est ça qui va nous permettre de déployer tous ces outils que je vais vous expliquer dans la suite. Alors, ce qui va de pair avec le processeur, c'est évidemment le capteur. Le capteur et le processeur sont le duo central de l'appareil. Il faut savoir que le capteur du Z8 est le même que celui du Z9, qu'il a donc toujours le meilleur temps de lecture et de balayage du marché. On est à 4 millisecondes de temps de balayage, c'est-à-dire que entre le haut et le bas du capteur, il faut un temps quasiment imperceptible pour lire une image, ce qui nous donne des possibilités absolument phénoménales en termes de baisse du rolling shutter, de capacité de mesure de la lumière et de tout ce qui en découle, tout simplement. Pourquoi c'est un appareil révolutionnaire comme le Z9? Je vais souvent y faire référence. C'est tout simplement qu'on a osé enlever l'obturateur mécanique, en plus évidemment du miroir, parce qu'en fait on pouvait le faire grâce à cette adjonction avec le capteur qui a un temps de balayage qui est extrêmement court. Alors, ce qui va de pair avec bien sûr un capteur de 45 millions de pixels et une obturation extrêmement rapide due au processeur XPID 7, c'est tous les types de rafales obtenus avec le Z8. On peut aller du déclenchement en vue par vue, monter tranquillement de 5, 10, 15 à 20 images par seconde en RAW, pleine définition, pleine qualité, et ensuite on va pouvoir capturer jusqu'à 30, 60 et même 120 images par seconde. À 120 images par seconde, on n'aura pas forcément la pleine définition, mais on pourra s'assurer que les mouvements les plus fins, les plus précis seront toujours obtenus sur ce genre de rafale. Le plus important, probablement, sur un appareil, c'est sa visée. Et la visée a été l'histoire de développement et des évolutions des différents appareils photo. Les appareils hybrides ont une visée électronique, mais on passe au-delà pour différentes raisons avec le Z8. Encore une fois, comme sur le Z9, on a une visée, ce que j'appelle une visée réelle. Pourquoi? Parce qu'elle a un tel rafraîchissement, une telle qualité et une telle dynamique que parfois on peut se dire qu'on est exactement sur la même chose qu'une visée optique. En plus de cette visée qui est de très belle qualité, on va avoir aucune occultation de cette visée, tout simplement parce qu'il y a deux sorties après le capteur, une qui va uniquement alimenter la visée interne et le moniteur,
et ensuite une autre qui va uniquement s'occuper du calcul de l'image et l'enregistrement sur carte. C'est ce qu'on appelle le dual stream et qui est vraiment une fonctionnalité qui permet d'avoir un suivi des sujets et un confort de prise de vue qui est vraiment phénoménal. Parfois même, on ne se rend même pas compte qu'on fait les images parce que ce passage au noir était une indication. Mais c'est d'un immense confort et surtout en termes de suivi, c'est extrêmement agréable. L'autofocus, bien sûr, on en reparlera. Vous pouvez aussi vous référencer à d'autres vidéos explicatives qu'on peut vous proposer. L'autofocus s'adjoint à l'Expeed 7 évidemment et a été fabriqué et développé à base de beaucoup d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire avec un apprentissage sur des sujets réels et avec une reconnaissance d'un nombre de sujets absolument phénoménal et le plus grand nombre de sujets détectés à ce jour par un appareil hybride. Bien sûr, quand on sait faire beaucoup d'images par seconde en photo, il est tout naturel de faire la même chose en vidéo et aujourd'hui, l'offre du Z8 est probablement la plus complète du marché en termes de performance et d'outils proposés. Au-delà des différents outils et des différentes fonctions, que ce soit photo et vidéo, on a bien sûr aussi pu s'appuyer sur la puissance de calcul pour avoir des rendus de couleurs qui sont améliorés, pas uniquement en termes de performance pure, mais aussi en termes d'ergonomie, comme on va le voir dans la suite. On utilise la puissance de calcul pour avoir un rendu de couleurs, un rendu des visages, un rendu des personnes, qui va être de plus en plus abouti. Évidemment, comme on sait ce qui se passe dans les sujets, dans les prises de vue, on va pouvoir aller de façon sélective modifier ces couleurs pour avoir un rendu le plus réel possible. Ce qui est vraiment très fort et qui est très surprenant et que je vous invite à voir quand vous allez le prendre en main, ce boîtier, c'est que malgré sa taille, finalement, il est pas beaucoup plus grand qu'un Z6 ou un Z7, il est vraiment plus petit qu'un D850, quand on a eu l'habitude de le prendre en main, ça fait 15% de réduction en termes de taille. 15%, c'est pas forcément facile à évaluer, mais quand vous les mettez côte à côte, c'est assez impressionnant. Et surtout, le Z8 est 30% plus petit que le Z9, avec un poids inférieur de plus de 400 grammes, ce qui est vraiment impressionnant quand on le prend pour la première fois en main, et surtout quand on va l'utiliser à la journée. Alors, vous l'avez déjà compris, le Z8 est issu de l'ADN du Z9 et vraiment, c'est pas peu dire. Pour la première fois, on arrive à faire un boîtier qui est considérablement moins cher, mais avec vraiment quasiment ce qu'offre le Z9. Sauf évidemment le grip vertical intégré et la grosse batterie de forte capacité du Z9. Alors, si on rentre dans le détail, on parle de quoi en termes de la technologie et de l'ADN du Z9 ? On a le même Expeed, donc le même ordinateur, la même carte mère intégrée. On a un capteur identique, c'est un capteur de 45,7 millions de pixels, de technologie stacked, c'est-à-dire empilé. On va avoir donc en fait un balayage ultra rapide, comme je vous l'ai déjà dit. On va aussi avoir un AF, un autofocus, qui est le même que celui du Z9, avec toutes ces évolutions qui ont été liées aux différentes mises à jour principales du Z9. On ne mégote absolument pas non plus sur la qualité de la vidéo. On va jusqu'à 8K en 60 images par seconde. En RAW, on va jusqu'à 4K en 120 images par seconde par ailleurs, pour avoir une richesse de possibilités de travail, et bien sûr avec tous les formats intermédiaires. Et tout ça dans la même, avec les mêmes caractéristiques, mais dans un boîtier qui va être vraiment plus petit et plus léger. On peut se poser la question de comment on arrive à réaliser ce tour de force, évidemment. En fait, c'est tout simplement que la mécanique qui est intégrée dans les réflexes à l'époque nécessitait un voltage qui était supplémentaire. C'est pour ça que on avait des décalages de vitesse en rafale, de qualité de rendu et compagnie, tout simplement parce que la puissance nécessaire au fonctionnement du boîtier était alimentée surtout par la batterie. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, tout simplement parce que on est sur de la carte mère, on n'est pas sur de l'horlogerie et de l'énergie supplémentaire à demander à cette batterie. On pourrait parler pendant une demi-heure, 1 heure du processeur Expeed 7. Encore une fois, c'est le cœur de l'ordinateur, c'est le cœur de la puissance qui va déployer toute cette carte de fonctionnalité et toute ce débauche de puissance qu'il y a sur le boîtier, tout simplement parce que quand on développe un boîtier, c'est ce qu'on commence par faire. On dit voilà, on a capacité on veut faire obtenir ce genre de résultat. Voici la puissance qu'on va demander au processeur. Donc l'Expeed 7, à plusieurs égards, c'est la centrale énergétique du boîtier.
Alors, quels sont les éléments marquants, on va dire, de la performance de l'Expeed 7? Déjà, il suit la capacité d'acquisition du capteur lui-même, le capteur de 45 millions de pixels. Il faut suivre une cadence de 120 images par seconde, c'est-à-dire mesure de lumière, acquisition, mise au point, calcul en temps réel de tout ce qui va être les réglages appliqués à la prise de vue. Je parle bien de l'active delighting, des nouveaux rendus de portraits. Tous ces éléments sont des éléments d'une énorme richesse et qui sont faits à chaque image. Il faut bien s'en rendre compte. On a une capacité maximale de 20 images par seconde en RAW, pleine définition, pleine qualité de fichier, sur 1000 images, même plus de 1000 images en RAW, en compression high efficiency, c'est-à-dire une compression non destructive. Ça veut dire que vous avez une rafale potentielle de 50 secondes de prise de vue à pleine définition. En plus de la partie photo et de tout ce que je viens de vous lister, la partie vidéo n'attend pas son reste. On va pouvoir faire de la 8K à 30 images par seconde pendant 90 minutes. Donc 1h30 de tournage et 4K en 60 images par seconde pendant 2 heures. Vous imaginez les capacités de captation aussi bien à distance en extérieur que sur de l'interview ou de la captation de théâtre ou concert par exemple. Revenons un peu sur le capteur, ce fameux capteur 45 millions de pixels en CMOS en technologie empilée. Au-delà de ses performances, de la technologie du capteur, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça produit comme usage et comme avantage pour votre pratique. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'obturateur mécanique, ça veut dire que la prise de vue est totalement silencieuse. Totalement silencieuse. On peut produire un son qui sera un son qui va être émis par le boîtier, mais qui ne sera pas lié à de l'activité mécanique. On pourra donc être dans toutes les conditions de prise de vue, même les plus silencieuses. Encore une fois, du théâtre, du concert, des environnements extrêmement feutrés. Le boîtier pourra aller dans tous ces environnements sans aucun souci. Un point très très important, le rolling shutter, ce fameux effet de diagonale quand on a des longues focales par exemple, ou des tournages en vidéo qui sont donnés par le fait que on a un balayage du capteur qui est plus lent. Là, le balayage est tellement rapide qu'on le supprime quasiment de façon... en tout cas, il est totalement imperceptible. Au-delà de ça, ce qui est très très utile, c'est que comme le temps de balayage est extrêmement court, on va pouvoir faire de la capture en temps de pause jusqu'au 32 millième de seconde. Et comme vous savez, on a déjà sorti et développé des optiques qui ouvrent à f0.95 en dessous de f1 et des optiques à 1.2. L'association finalement va bien ensemble, au-delà de la performance. Quand on a des obturations qui vont très très vite, on va pouvoir travailler avec des optiques à pleine ouverture, même en plein jour, parce qu'on peut aller en plus à 64 ISO. Et enfin, tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que ce capteur ne soit pas accompagné d'un obturateur, l'usure du boîtier va être complètement revue. On a un nouveau standard avec le Z9 et maintenant avec le Z8. Les boîtiers ne vieillissent plus du tout de la même façon, évidemment, parce que le capteur ne s'use quasiment pas. Une fois de plus, l'illustration de la puissance du processeur du Z8 va s'appliquer aussi au rendu des couleurs. Évidemment, tout ce qui est gradation des tons, la dynamique de rendu des images en photo et en vidéo va être la plus riche qu'on ait jamais produite. Si vous êtes possesseur d'un Z9, vous savez déjà que le boîtier est un peu plus imposant et qu'il a déjà le grip intégré. Ce qu'on aime parfois, c'est pouvoir un peu, on va dire, le prendre en deux morceaux, en deux pièces. Vous avez le Z8 d'un côté et le grip additionnel qui est disponible aussi par ailleurs pour pouvoir augmenter l'autonomie du boîtier et avoir une prise en main plus confortable en verticale. On va pouvoir en faire un appareil modulaire. On ajoute ou pas le grip pour l'autonomie. On va pouvoir l'enlever par exemple pour le poser sur un stabilisateur, intégrer une cage, mettre un écran externe, des flashs, un ensemble d'éléments. Mais le centre de l'activité, le Z8 lui-même, va être un boîtier qui va être vraiment discret. Comme vous le savez, les métiers de la vidéo sont multiples et complexes. Ils peuvent aller d'une production à petit format, petit budget, jusqu'à des productions très abouties avec de plusieurs boîtiers, avec de multiples boîtiers. Le Z8 va s'intégrer dans n'importe quel type de production de par ses qualités, tout simplement parce qu'il a un excellent rendu, tous les types de formats de fichiers qui sont utilisés aujourd'hui dans l'utilisation en post-production et avec des capacités en termes de traitement en temps réel qui font que votre travail, aussi bien à la prise de vue qu'après la prise de vue, sera extrêmement facilité. Pour entrer dans les détails, on a un capteur de 45 millions de pixels, on va l'exploiter au maximum de ses capacités pour produire bien sûr de la 8K, mais pas uniquement. C'est un format de fichier qui est très très gros, mais on va pouvoir l'utiliser en suréchantillonnage, déjà pour faire des fichiers de 4K de la meilleure qualité possible. On prend un gros format au départ et on le calcule pour avoir une optimisation
sur la partie 4K. Mais au-delà de ça, tout ce que vous souhaitez avoir, que ce soit en format classique, c'est-à-dire la vidéo à 24 images par seconde pour ce rendu du côté cinéma des images, ou 30 images par seconde plutôt pour la télévision. Au-delà de ça, on va pouvoir même faire du slow motion, du ralenti, jusqu'à un 120 images par seconde, c'est-à-dire en fonction de votre choix cible, vous aurez la possibilité de ralentir jusqu'à 4 fois ou même 5 fois vos images, donc avec un bel effet de fluidité et de ralenti sur vos images en 4K, tout en conservant la prise de son, ce qui est extrêmement important. Vis-à-vis de l'offre actuelle sur le marché, je parle vraiment des caméras hybrides, mais aussi de toutes les caméras cinéma du marché. Il est vraiment impressionnant de voir dans un tel boîtier des fichiers qui vont pouvoir avoir des débits de plus de 5000 mégabits par seconde, par exemple. On a du format de fichier RAW en 12 bits qui est disponible, les ProRes RAW avec la meilleure qualité possible en HQ, en 4:2. Ce sont en termes d'offres, des gradations de couleurs qui vont aller jusqu'à plusieurs milliards de tons intermédiaires, et aussi une dynamique qui va vous permettre de faire soit de façon la plus simple possible avec un compromis de compression et de qualité des images relativement légères, exploitables en tournage et en post-production très rapide, jusqu'à des fichiers extrêmement riches, donc forcément lourds, mais qui vont vous permettre d'avoir un étalonnage très fin sur un niveau de qualité qui est inégalé aujourd'hui sur, encore une fois, un boîtier de cette taille et de ce prix. C'est hyper important de le préciser à ce titre-là, parce qu'évidemment, avec ce genre de qualité, avec ce genre de durée d'enregistrement, il est très très facile d'avoir des caméras qui ont des prix extrêmement élevés, ce qui est tout à fait légitime. Alors, on pourrait croire que le Z8, en fait, en termes vidéo, est comme une sorte de machine d'apprentissage, parce qu'on peut partir du tout automatique en termes d'étalonnage. Je parle là de la gradation des couleurs, de la finesse de post-production. On peut vraiment partir de quelque chose qui va être fait quasiment tout dans le boîtier, et ça on sait le faire avec des styles, avec une gamme de rendu qui sera avec un gamma relativement standard, relativement classique, ou alors on va laisser de plus en plus d'éléments à faire en post-production, et là pour le coup on va aller passer par le rendu uniforme qu'on avait depuis bien longtemps maintenant sur les boîtiers Nikon, mais on a ajouté encore plus d'étapes et encore plus de possibilités, à savoir le HLG. Là, on parle d'un log hybride, donc c'est un log qui va être un peu intermédiaire avec le N-log. Ça veut dire quoi le log? C'est tout simplement que la gradation des blancs, surtout, qui va être parce que dans les ombres, on va plutôt avoir un rendu linéaire. En revanche, on va pouvoir se permettre d'aller chercher dans les hautes lumières des variations extrêmement fines et extrêmement douces pour faire vraiment son rendu souhaité. Au-delà du HLG qui sera surtout exploitable au maximum par les moniteurs et les périphériques qui sont capables d'accepter du HLG, c'est-à-dire généralement les moniteurs HDR avec une immense capacité de dynamique entre les ombres et les lumières. On va aller encore plus loin grâce au N-log qu'on va pouvoir choisir sur du ProRes, et au-delà de ça, le Graal absolu, le RAW en 12 bits qui vous permet d'avoir des fichiers plus légers qu'en ProRes RAW, mais qui sont exploitables au maximum des fonctions, c'est-à-dire on peut revenir sur la chromie comme vous le savez, ainsi que sur la dynamique de l'image, c'est-à-dire les densités de luminosité. Je vous ai beaucoup parlé de performance, de capacité, et ça c'est quand même extrêmement important. Il est nécessaire d'avoir des gros fichiers ou des très beaux fichiers en sortie de boîtier, mais pour les obtenir, il faut qu'ils soient bien au point, il faut que le son soit bon, il faut qu'on soit sûr de son exposition. Tous ces éléments-là, en fait, on les a aussi intégrés dans le Z8. Il n'y a aucun boîtier qui possède autant de fonctionnalités que le Z8, encore une fois dans cette taille et dans ce prix, en vidéo. Et là, je vais pas forcément toutes vous les lister, parce qu'elles sont très nombreuses, vous les voyez juste affichées maintenant, mais on va avoir des affichages des infos complètes de votre fichier avant de démarrer. Toutes les variables d'exposition seront gérées soit directement sur la visée, qui est très fidèle, mais aussi grâce au Zebra ou au Waveform. Donc là, on verra vraiment une exposition très fine et très précise. On va pouvoir contrôler les sensibilités de façon aussi très fine avec des sixièmes de pas en ISO. La mise au point n'attend pas son reste. Sur les optiques Z, on va pouvoir faire du focus linéaire, c'est-à-dire qu'on pourra choisir de faire la mise au point de l'infini au minimum, soit sur un quart de tour, c'est-à-dire à 90 degrés, soit carrément sur 2 tours de l'optique pour avoir un rendu de point extrêmement fin pour de la mise au point manuelle.
Et au-delà de ça, on va même pouvoir, et ça c'est extrêmement créatif et c'est assez amusant, on va pouvoir descendre en dessous de la vitesse d'obturation quelque part des vidéos. Par exemple, quand on tournait à 50 images par seconde, vous allez quand même pouvoir descendre au quart de seconde et avoir des rendus de flou qui sont extrêmement créatifs et qui vont permettre de faire des images que personne ne fait. On n'a absolument pas négligé l'audio parce qu'on est capable de faire entrer du son en 24 bits en 48 kHz et même de mettre en entrée des micros XLR grâce à un intermédiaire qui est l'adaptateur Tascam que vous voyez affiché maintenant. La capacité d'enregistrement en 24 bits est extrêmement intéressante, surtout pour la qualité du son, la dynamique, le rendu des graves et des aigus, et c'est ce que va permettre le Z8 grâce à ce genre d'adaptateur. Au-delà de ses caractéristiques, de ses capacités en audio, en vidéo, c'est un boîtier, donc, comme je vous l'ai dit, qui est léger, qui est facile à calibrer sur un stabilisateur. Je l'ai fait moi-même et en fait, c'est très très pratique. Et surtout, un confort supplémentaire est apporté par cette poignée externe qu'on peut fixer sur un stabilisateur, mais aussi sur une caméra ou sur une pan bar. Et grâce à cette poignée déportée, on a absolument la même ergonomie et les mêmes fonctions qu'on a directement sur le boîtier, qui permet de faire du tournage de façon extrêmement fluide et agile dans toutes les conditions. On vient de parler de vidéo, on vient de parler de format, on vient de parler aussi de dynamique du capteur. Je vais me focaliser maintenant sur la partie photo et on va se rendre compte que, par exemple, on utilise le mode HLG en vidéo, qui est assez classique, mais aussi on va pouvoir l'utiliser en photo. C'est-à-dire que si on active le mode HLG, donc haute dynamique, sur le boîtier dans la partie photo, on va basculer du format JPEG au format HEIF, le format HEIF qui est un format en 10 bits et qui a finalement des capacités extrêmement proches du fichier RAW dans un format qui est aussi léger que le fichier JPEG. Et ça, c'est extrêmement pratique évidemment, et ça va pouvoir permettre d'avoir une production d'images de grande qualité. Au début de cette présentation, je vous ai parlé des utilisateurs du D850, du Z9. Dans cette gamme d'utilisation et dans cette gamme de boîtiers, on sait que beaucoup de photographes font du portrait. Pourquoi je me concentre maintenant sur le portrait, c'est que c'est un boîtier dans lequel on a ajouté des fonctionnalités qui sont vraiment spécifiques au portrait. Pourquoi on a pu le faire? Tout simplement parce que quand on prend l'intelligence artificielle plus un processeur de cette qualité en XSpeed 7, on va pouvoir utiliser cette performance de calcul pour pouvoir optimiser le rendu des portraits. On a deux fonctions principales qui sont nouvelles. Il y en a une qui va s'appeler le réglage du rendu des portraits et l'autre qui va s'appeler maquillage. Qu'est-ce que c'est en détail? La première, elle permet de corriger ou de compenser certaines dominantes de teinte sur la peau. Comme vous le savez sans doute, en fonction du maquillage ou en fonction de la teinte de peau des personnes, on voit parfois des petites dominantes ou des petites choses qui sont par rapport à des reflets. À la prise de vue, on va pouvoir les calibrer un petit peu en enlevant un petit peu de vert ou en enlevant un petit peu de magenta et en modifiant la luminosité. Ça se fait par reconnaissance de forme. Donc ça n'agit que sur les visages des personnes qui sont dans le cadre. Et la partie maquillage, qui est la terminologie qui a été choisie en français, on va plutôt parler du lissage de la peau. Le lissage de la peau va se faire encore une fois par reconnaissance de forme, qui va se faire jusqu'à une détection de 3 visages dans l'image. Et là, il y aura un lissage qui va s'appliquer du plus faible au plus élevé et qui va permettre un temps de retouche beaucoup plus allégé et donc un temps de traitement simplifié avec un rendu plus flatteur des portraits. Et enfin, on a encore amélioré la balance des blancs sur le Z8 par rapport à tous nos autres boîtiers en donnant quelque chose de plus intuitif et d'ergonomique où on part sur un cadran couleur complet sur lequel on va pouvoir se déplacer et aller chercher la teinte qui nous plaît le plus sans avoir la décomposition en Kelvin d'un côté et en axe magenta vert de l'autre qui sont parfois un peu plus complexes à intégrer ou à assimiler. Quand vous allez faire par exemple un reportage de mariage, que vous allez faire des photos et des vidéos, que vous êtes même en duo, en photographe et en vidéaste, vous aurez les mêmes fonctionnalités. Il n'y en a pas un qui sera jaloux de l'autre parce que ce rendu de rendu des visages, de lissage des teintes de peau et de l'optimisation des rendus des portraits sera aussi bien valable en photo qu'en vidéo. Encore une fois, c'est la même logique. On fait un certain nombre d'images par seconde, on peut les mettre en séquence ou les garder pour des images fixes. On continue à collaborer avec les différents fabricants de flash qui sont les principaux du marché et nous on continue aussi à développer notre système d'éclairage créatif avec nos propres flashs et le Z8 est complètement compatible avec l'ensemble de ces systèmes. On a collaboré avec ces marques avant le lancement du Z8.
Un point spécifique sur l'activité de la prise de vue de nuit, ça pourrait paraître peut-être anecdotique, mais on a développé énormément de fonctionnalités du fait déjà que l'appareil soit complètement silencieux. On peut être vraiment discret de nuit, ou aussi bien tout simplement sans aller à l'extérieur dans un concert ou dans un théâtre. Si vous ne voulez vraiment pas gêner votre environnement, il va falloir que vous puissiez travailler dans le noir complet. Et là, pour le coup, depuis un certain nombre d'années, les boutons des boîtiers sont rétroéclairés et ça, c'est extrêmement pratique. On est allé beaucoup plus loin encore sur le Z9 et aujourd'hui sur le Z8 avec un certain nombre de fonctions qui vous permettent de travailler véritablement dans la pénombre absolue. Déjà, vous avez les boutons qui sont rétroéclairés, mais pour ne pas vous éclairer vous, on va pouvoir baisser la luminosité aussi bien du viseur que du moniteur sur des grades qui sont inférieurs à ce qui existe aujourd'hui. Même sur le Z9, on va descendre encore de 2 cases, de 2 étapes en dessous pour avoir quelque chose qui est extrêmement faible. Comme vous savez, quand vous êtes dans la pénombre, votre œil s'habitue à cette pénombre. L'idée, c'est que la luminosité de la visée soit la plus faible possible pour pouvoir vous habituer au même niveau de luminosité et ne pas vous éclairer, vous éblouir et éblouir votre environnement. Au-delà de ça aussi, on a la possibilité d'avoir une amplification du signal qui sera le mode star que vous verrez s'afficher, que vous allez trouver dans les menus et qui va vous permettre d'amplifier la visée tout simplement pour voir ce que vous faites, même si votre sujet lui-même, comme par exemple un ciel étoilé, est très 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 sombre. On a déjà parlé de la cadence des rafales du Z8. Encore une fois, ce sont les mêmes que sur le Z9, c'est-à-dire 20 images par seconde en RAW, pleine définition, en 30 images par seconde en JPEG, pleine définition, en compression normale. Ensuite, du 60 images par seconde avec un recadrage DX et on va être en 19 millions de pixels. Et enfin, 120 images par seconde, pleine définition, mais ici on aura un fichier qui fera 11 mégapixels, qui est déjà très très exploitable pour de nombreuses utilisations. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette fonction magique qui est déjà disponible sur le Z9, qui est maintenant disponible sur le Z8, qui s'appelle le prédéclenchement. On va parler d'instant décisif comme vous le connaissez dans l'histoire de la photographie. Quand vous activez cette fonction, vous pouvez aller retourner en arrière dans le temps, en quelque sorte. Quand vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, vous allez pouvoir stocker de façon continue dans le tampon mémoire, dans le buffer, un certain nombre d'images en mode continu uniquement. C'est-à-dire que vous allez entre 30 et 120 images par seconde, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 120 images de réserve parce que on peut retourner dans le passé, entre guillemets, de 1 seconde. Donc si vous imaginez que vous allez 1 seconde dans le passé et que vous déclenchez au moment où vous voyez l'événement paraître, que ce soit un martin pêcheur qui plonge dans l'eau, une frappe de balle d'une raquette ou tout autre sujet qui est d'un instant ultra court mais que l'œil humain va avoir du mal à enregistrer, là vous allez pouvoir déclencher, vous revenez 1 seconde dans le passé, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 4 secondes post-événement. Ce qui fait qu'au global, vous pourrez aller jusqu'à 120 images dans le passé, plus 480 dans le futur, ça fait 600 images pour un instant. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'allez plus jamais rater un instant décisif si vous êtes en tout cas devant et bien cadré comme il faut, évidemment. Parfois, on explique de nombreuses nouveautés, mais il ne faut pas oublier ce qui est déjà disponible dans le boîtier. Peut-être vous ne savez pas tout ce qui est disponible aujourd'hui. Vous pouvez faire de la pause longue jusqu'à 900 secondes, c'est-à-dire 15 minutes. Vous pouvez faire du focus stacking, c'est-à-dire de la capture empilée pour faire de l'hyper profondeur de champ, même sur des sujets qui sont extrêmement petits, en macro. Vous pouvez aussi faire de la surimpression, du time-lapse, tout ça dans le boîtier. Et c'est aussi, bien sûr, grâce aux capacités de calcul du processeur associé avec le capteur 45 millions de pixels du Z8. L'autofocus du Z8, pour faire simple, il fonctionne de la même façon que celui du Z9, et donc si vous ne l'avez jamais pris en main, l'autofocus du Z8 est un autofocus qui va fonctionner de façon extrêmement rapide, et en plus de tous ces modes de zone autofocus qui vont du petit point à toute la zone intégrale en mode auto, vous avez en plus un suivi de sujet, donc qui est à base d'intelligence artificielle, qui va reconnaître aussi bien des humains que des animaux et aussi que des véhicules, avec une nouvelle fonctionnalité qui est la détection des avions, aussi bien de leur cockpit que de leur forme complète, que la carlingue. Et ça, c'est très très utile quand on est spécialiste des photos de meetings aériens, par exemple. Alors, ce qui est vraiment extrêmement impressionnant et utile, je vous invite à vous référer au tuto spécifique sur l'autofocus du Z8. On peut paramétrer la forme et la taille de son collimateur quelque part. Et en plus, à ça, va s'adjoindre la possibilité d'ajouter la détection des sujets. Donc, même avec une zone large que vous avez formée en fonction de votre sujet, vous allez en plus avoir le bénéfice de l'AF sur l'œil.
Même si je suis complètement fan du Nikon Z8, sans optique, ce boîtier ne pourrait pas faire grand-chose malheureusement. Sur les 5 années passées, nous avons développé un grand nombre d'optiques Nikkor Z qui sont, par l'expérience qu'on en a et le retour qu'en font les utilisateurs, le parfait équilibre avec le boîtier. Et donc, bien sûr, en termes d'exploitation, avec un boîtier aussi défini que le Z8, vous allez pouvoir en tirer la quintessence grâce à ces optiques que je vous fais passer ici. Par exemple, le 85-1.2 qui est une optique merveilleuse pour du portrait, le 800 mm qui est incroyablement léger pour de la photo animalière ou de longue distance, le 100-400 qui est une optique polyvalente qui va permettre de faire beaucoup de choses en téléobjectif mais avec un encombrement qui est vraiment petit, ainsi que le 24-120 qui est peut-être l'optique qui a été la plus plébiscitée tellement elle est polyvalente, légère et avec un prix qui est très raisonnable. Le 400-4.5 qui est une optique aussi qui est très appréciée par les photographes animaliers principalement. Et si on veut aller plus loin et encore plus fort en termes de bokeh, en termes de netteté et de vélocité d'optique, on aura le 400-2.8 avec un multiplicateur 1.4 intégré. Et enfin, le 600 mm qui ouvre à 4 et qui a aussi un téléconvertisseur 1.4 intégré et là qui va être réservé pour les photos très longue distance. Ce qui nous produit aujourd'hui une gamme d'optiques de gamme S, c'est-à-dire la S-Line, qui continue d'évoluer et qui va encore continuer d'évoluer sur l'année qui vient et sur les prochaines années. Comme vous le savez, Nikon est connu dans le monde entier pour avoir les boîtiers les plus robustes. C'est bien sûr le cas aussi du Z8 avec tous les joints qui vont bien pour une grande étanchéité, aussi bien à la poussière qu'à l'eau. On a aussi une ergonomie aussi bien sur la prise en main que sur la position des boutons qui est la plus reconnue probablement du marché. Et enfin, on a la possibilité avec le Z8, on n'a pas oublié ceux qui veulent faire de la prise de vue en verticale comme avec le Z9, on a un grip qui permet de doubler presque, de faire 1 fois 1,8 en termes d'autonomie et qui permet d'être rechargé directement sur le grip lui-même. Toujours en termes d'ergonomie, il n'y a pas que le boîtier et ses boutons. Quand on va pivoter le boîtier en vertical, on va avoir l'ensemble des informations qui vont passer aussi en vertical, exactement comme sur un smartphone auquel on est aussi aujourd'hui beaucoup habitué. Enfin, pour ce qui est des ports de communication et des cartes mémoire, sur le Z8 par rapport au Z9, on a un emplacement qui va être CF Express ou XQD, bien sûr, compatible, et le deuxième qui est un port SD, ce qui donne une polyvalence et une ouverture aussi par rapport au boîtier que vous avez déjà et que vous possédez. Et une nouveauté particulière, on avait le besoin d'avoir un port RJ45 sur ce genre de boîtier. On l'a fait sous la forme d'un port USB-C, c'est-à-dire comme vous avez sur les ordinateurs aujourd'hui, vous avez de moins en moins de ports RJ45, vous avez juste besoin d'un adaptateur USB-C LAN ou Ethernet, et là vous allez pouvoir avoir une transmission qui va se faire en câble réseau directement depuis le Z8. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura apporté des éclairages sur tout ce qu'est capable de faire le Nikon Z8. Il est évident que rien ne remplace une expérience en vrai. N'hésitez pas à pousser la porte des magasins, à poser des questions, à vous renseigner sur nos réseaux sociaux. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous rendre compte vous-même de la puissance de cet appareil et de la pertinence pour votre usage.